Pendant plus de 10 ans, je transportais des personnes malades, je m'occupais de personnes malades. Et un jour, je discutais avec une personne comme ça dans mon taxi, je fanfaronnais un petit peu en lui disant ça, je le ferai plus tard et tout. Elle m'a regardé comme ça attentivement en fixant mon regard à travers le rétroviseur. Elle avait sa bouteille d'oxygène à la main, elle m'a dit « Jeune homme, faites juste attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard ». Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, premier Book Club de l'année, et je suis très heureux de dire What's up Nabil. What's up Philippe, comment allez-vous? Nabil, t'attends quoi? Tu t'es réapproprié ton nom de famille d'ailleurs pour ton premier livre. Exactement. Nabil Samni, et ton livre s'appelle T'attends quoi? Et je dois dire que le sous-titre est presque aussi important que le titre. Hein. Ouais. Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Exactement. Et cette phrase, c'est une phrase qui a impacté ta vie. Exactement, qui a changé ma vie, qui est même à la base de ce cheminement personnel et de ce que je fais aujourd'hui. Alors cette phrase, qui c'est qui la prononce? Cette phrase, c'est une dame que j'ai transportée dans mon taxi. Donc il faut savoir que pendant plus de 10 ans, je transportais des personnes malades. Je m'occupais de personnes malades et un jour, je discutais avec une personne comme ça dans mon taxi, je fanfaronnais un petit peu en lui disant ça, je le ferai plus tard et tout. Elle m'a regardé comme ça attentivement en fixant mon regard à travers le rétroviseur. Elle avait sa bouteille d'oxygène à la main, elle m'a dit « Jeune homme, faites juste attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard ». Et de là... Ça a résonné tout de suite, cette phrase? Un très très long cheminement. Sur le coup... Ou plus tard, en fait. Non, sur le coup, c'était juste une petite piqûre, une espèce de petite piqûre. Mais en descendant de la voiture, je me suis dit, mais mine de rien, c'est puissant, ça. Jeune homme, faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Quand j'ai pris le temps de méditer, et puis surtout, ça m'a fait ravaler ma salive. Parce que je me suis dit que... En réalité, souvent, on se dit ça, je le ferai demain, ça, je le ferai demain, ça, je le ferai plus tard. Mais on oublie que demain, c'est une option, c'est pas une certitude. Et cette dame-là, clairement, elle pouvait pas remettre à plus tard ses rêves. C'est parce que tu as entendu des centaines d'histoires sur la banquette arrière de ton taxi que tu peux aujourd'hui raconter la tienne? Une partie de la mienne. Ce serait rédhibitoire que de dire que c'est mon histoire. Mais cela dit, après avoir écouté, vu et vécu des centaines d'histoires, je pense qu'il était l'heure pour moi de partager ce qu'on m'avait donné. Comme tu dis, une partie de la tienne. Parce que finalement, il y a quand même une forme d'autocensure chez toi. Il y a beaucoup de gens qui se la racontent. Et qui la racontent. Mais toi, qui as beaucoup d'histoires à raconter, et finalement, tu as une forme de censure. Il faut te lire entre les lignes, parfois. Exactement, je le dis d'ailleurs en début d'ouvrage. Je dis certains moments de ma vie ont été trop glauques pour que je puisse te les partager, et d'autres beaucoup trop intimes pour que tu puisses t'y retrouver. Mais je sais que tu sauras lire entre les lignes. Le côté moi-je, où j'ai fait ci, j'ai fait ça, je pense pas que ce soit nécessaire de le mettre en avant. J'ai surtout partagé ce qui me paraissait utile et puis surtout ce qui peut servir au lecteur. Je me suis mis pour une fois, je me suis mis à l'arrière de ma banquette. Bon, comme c'est un livre à gros budget, il y a une grosse campagne de promo et on écoute la promo que tu as fait du livre. Jeune homme, faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Waouh! Elle vient de me lâcher cette phrase de fou comme ça, sa bouteille d'oxygène à la main et en fixant mon regard dans le rétroviseur. Drop the mic. Elle aurait pu dire c'est tout pour moi à l'américaine, en descendant tranquillement de la voiture et en claquant la portière derrière elle, je n'aurais même pas cherché à la rattraper. La punchline à elle seule valait 10 fois le prix de la course. Cette dame a impacté ma vie, comme un tas d'autres personnes, chacune à leur manière, avec leurs mots, leurs anecdotes, leurs conseils, leur prise de conscience, mais surtout l'expression solennelle de leurs regrets. Eh oui, les regrets. Ce poison qui tronche de l'intérieur sans jamais rien te donner en retour, et pour lequel il est très difficile de trouver un remède. Mais attention, je ne te parle pas de n'importe quel regret, pas celui d'avoir pris une 4 fromages à la place de la calzone. Non, ceux dont je te parle, ce sont ceux de la deadline, de la dernière heure, celle qui ne prévient pas. Ces paroles prendront tout leur sens si je te dis qu'à l'heure où je côtoyais ces personnes, j'étais taxi. Un taxi spécialisé dans le transport de personnes malades. Alors ces phrases-là, je les ai entendues très souvent, peut-être même tous les jours. Et cela a fini par devenir une sorte de symphonie entêtante. Une petite rengaine, une odeur devenue familière, un goût parfois amer
auquel je m'étais habitué pour finalement y trouver une réelle source de plaisir. Et je dois dire qu'une chose m'intrigue particulièrement dans tous ces échanges. Ces personnes ne se connaissent pas, elles viennent toutes d'horizons divers et variés, d'obédiences différentes, croyantes ou non, et pourtant, leurs discours concordaient parfaitement. À croire qu'elles s'étaient mises d'accord pour parler d'une seule voix. Un peu comme une scène de crime décrite par des personnes différentes qui n'étaient pas sur place, mais dont le discours corrobore à merveille l'hypothèse. Et moi, ça me fascine. Ah, attends. Te voilà embarqué avec moi dans une histoire sans même savoir comment elle a commencé. Laisse-moi te raconter. Voilà, T'attends quoi et vient de sortir. T'attends quoi, faites attention qu'au plus tard ne se transforme pas en trop tard. Moi, je suis très fier de toi parce que tu es allé au bout d'un de tes rêves. Et pour qui n'a jamais écrit de livre, c'est très facile d'écrire le premier chapitre, mais il faut aller au bout. Hein. Il faut aller au bout. Ouais, c'est surtout que j'ai mis très très longtemps à l'écrire. En fait, quand je pensais... Non, c'est pas vrai, tu l'as écrit très vite. Non, je l'ai écrit très rapidement. Voilà. C'était un premier jet dégueulasse, je dois l'admettre. Dégueulasse. C'est surtout mes pensées que j'ai posées sur le papier. Ouais. Mais comme tout voyage de milieu commence toujours par un premier pas, disait ce fameux Lao Tzu. Il fallait bien que je commence par ça. Ah ben l'art de la guerre. Exactement. Toujours. Et donc, tu as entrepris d'écrire ton histoire. Et pour ceux qui te connaissent, c'est vraiment toi parce que tu écris comme tu parles en fait. Exactement. Et c'était quand même la vraie difficulté de transposer la façon dont tu t'exprimes dans un objet littéraire. C'était une vraie problématique. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai écrit, je l'ai écrit comme je m'exprimais. Et donc pour moi, c'était parfait. Enfin, en l'occurrence, c'était parfait, sauf que c'était très, 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 très loin d'être parfait. Et parce que j'ai fait intervenir quelqu'un pour me corriger les fautes d'orthographe, il y avait une faute d'orthographe toutes les 2 lignes. Elle voulait à tout prix me changer les tournures de phrases. Je dis non, mais c'est impossible en fait. Je peux pas dire ça. Je peux. Enfin, c'est ça, il y a des choses que tu peux pas dire. Exactement, je dis non, mais c'est pas ma façon de m'exprimer en réalité. Donc effectivement, j'aurais pu mettre des figures de style, faire en sorte d'enjoliver ma plume, mais c'était pas le but. Le but, c'est de l'écrire dans une écriture simple. Dans ta langue. Dans ma langue, et puis surtout que ça puisse parler à un maximum. Donc faire le Molière pour, si ce n'est flatter son ego, ça n'avait aucun sens pour moi. Ouais. Donc je voulais à tout prix que ça reste dans un franc-parler, et que chaque personne qui lise ce livre, c'est un peu comme si... D'ailleurs, j'ai déjà eu certains retours de personnes qui m'ont dit, en lisant ce livre, j'entendais ta voix dans mes oreilles. C'est fou, je lisais le livre et j'entendais ta voix dans mes oreilles. Et c'est exactement ce qui a été le plus difficile, de garder ce... Et c'est difficile de faire simple. Enfin, je crois même que c'est beaucoup plus difficile de faire simple. Exactement. Au final. Exactement, c'est beaucoup plus difficile. Parce que si on veut pour l'enjoliver et puis l'écrire avec une belle plume, on passe quelques temps dessus et puis basta. Mais là, c'était plus dur de faire simple. Exactement. Pour ceux qui te connaissent, toi, tu as des cahiers. Ouais. Où t'écris tout à la main encore. Alors exactement. C'est vrai, t'es plutôt un geek, et pourtant t'as encore les vieux cahiers à l'ancienne. J'aime bien. Où t'as tous les papiers, tu notes tout. J'aime bien. Je note mes pensées partout. D'ailleurs, des fois, je me surprends encore à lire certaines choses que j'ai écrites. Je me dis, ah punaise. C'était bon. Non, mais je replonge dans mes écrits. Je dis, tiens, je vais me reprendre ça. Je vais me barber une punchline. J'aime beaucoup en fait. Déjà, premièrement, neurologiquement parlant, on stimule pas les mêmes parties du cerveau quand on écrit avec une feuille, un stylo, et quand on tape sur ordi. Et j'ai besoin, moi, de sortir, comme disait Einstein, je ne laisse rien dans ma tête que je ne puisse écrire sur une feuille. J'ai besoin, quand l'idée me vient, je me balade avec des cahiers, vous m'avez déjà vu, j'ai besoin de l'écrire tout de suite et de surligner, de mettre de la couleur, de gribouiller. Oui, parce qu'en plus, c'est coloré, quoi. Exactement. Mais ça me parle, c'est moi. Qu'est-ce que vous en faites de ces cahiers après ? Ils vont dans une armoire, il y a une... Je les garde. Il faut savoir que, tiens, je me suis surpris à retrouver là, il y a quelques jours, des mails que j'ai écrits que je n'ai jamais envoyés, des vidéos complètes que j'ai retranscrites, parce qu'à l'instant T, en fait, fallait sortir l'idée, fallait la sortir de la tête, et puis entre le temps où je l'ai sortie et le temps où elle doit sortir, ça mettra un certain temps. Mmh. Mais c'est bien, parce que ça fait des idées d'avance. Exactement, j'ai plein de cahiers comme ça, et il y a de tout, il y a des idées, il y a des formations, il y a des mails, il y a même des poèmes. Je me suis surpris à retrouver des poèmes, à un moment où j'avais besoin de poser quelques proses. Est-ce qu'ils ont bien traversé le temps ? Ça bouge pas, c'est intemporel. Regardez, aujourd'hui, on cite
On passe nos journées à prendre des citations qui ont été écrites il y a des siècles de ça, ou des proverbes qui... Je pense que c'est parfois on a des formes de naïveté qui sont imposées par un jeune âge. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on vit. Je pense que la parole, en fait, il y a un moment où, peut-être que ça vous parle pas à l'instant T, mais il y a un moment où ça te parle. C'est comme tout livre, vous pouvez lire un livre et puis à ce moment-là, il vous a pas parlé, et puis à un moment donné dans votre vie, peu importe ce que la situation par laquelle vous passez, vous relisez exactement le même livre, et là vous avez l'impression qu'il vous parle. Ça prend du sens. C'est exactement, ça donne du sens. Ouais. Tu as pensé à Paulo Coelho quand tu as écrit ton livre. En quoi est-ce que Paulo Coelho a-t-il été une inspiration, et c'est quel livre? Parce qu'il a quand même une œuvre... il y a du... C'est l'alchimiste de Paulo Coelho. Parce que l'alchimiste, il a été écrit... Bon, on connaît le succès qu'il a aujourd'hui, mais je trouve l'œuvre, elle est simple. Il est simple, le livre de Paulo Coelho. En réalité, le livre, c'est pas très compliqué. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est un best-seller international, ça, mais à la base, c'est un berger qui est en Andalousie, il se retrouve au Maroc, il se fait carotter un peu à Tanger, il se retrouve dans le sud. L'histoire est simple. Enfin, il se fait carotter partout où il va. Un peu partout, mais l'exercice de style qui a été magnifique, c'est qu'il a réussi à nous tenir en haleine, enfin, du moins, il arrive à nous tenir en haleine du début de l'histoire jusqu'à la fin. Et c'est ce que je voulais faire, en fait, en retranscrivant les 5 P, en l'occurrence, les 5 P du Power. Je me suis dit comment faire en sorte que le lecteur commence par la première page, et ça aussi, ça a été ça a été peut-être même l'exercice le plus difficile pour moi. Je me suis dit, il faut que ce livre-là parle à des personnes qui ont raccroché avec la lecture. Et comment les faire raccrocher à la lecture. C'est un peu comme des M&M's. On commence la première page, la deuxième, la troisième, et donc c'est un peu comme un voyage, de la première à la dernière page. Les M&M's, ils ont pas la même couleur, mais ils ont le même goût. Exactement. Mais là, c'est l'inverse, en fait. Ça a plus ou moins la même couleur, et ça a des goûts différents. Ouais. Cela dit, même dans le livre, chaque chapitre a une couleur différente, comme vous avez pu le constater. Oui. Alors pourquoi on parlera tout à l'heure justement puisqu'on reviendra sur votre univers. Mais dans le livre de Paulo Coelho, alors il revient au point de départ. Exactement. T'as rien compris, remets ce morceau au début, mais le début c'est à la fin, et ça commence par tes prévenus. Et Nabil, t'attends quoi? Nabil Sabni, notre l'invité du Book Club jusqu'à 13h à l'occasion de la publication de son premier livre qui s'appelle T'attends quoi? Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Je disais tout à l'heure, Nabil, qu'il y a tout ton univers dans ce livre. Il y a notamment le Rubik's Cube, parce que tu es Mr. Rubik's. Est-ce que tu peux nous expliquer la métaphore du Rubik's Cube? Exactement. Faut savoir que ça part d'un vrai Rubik's Cube, en fait, à la base. J'avais acheté, en commençant le taxi à l'époque, j'avais acheté un petit Rubik's Cube qui ne me quittait plus tout le temps. Et les gens, quand ils montaient dans le taxi, voyaient le Rubik's Cube, à chaque fois, ils me demandaient de jouer avec. Et au fur et à mesure des personnes que je transportais, je me suis rendu compte que je voyais plus les gens comme des gens, mais des gens comme des Rubik's Cube, avec des facettes de leur vie qu'il fallait remettre dans l'ordre. Comme vous le savez, le taxi, c'est un exutoire. Les gens montent dans le taxi, ils partent du postulat où ils vont plus jamais vous revoir. Chacun vous pose ses problèmes, vous raconte sa vie et indirectement cherche des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le divan des psys et il y a la banquette arrière des chauffeurs de taxi. Exactement, qui se transforme en divan de psy ambulant. Donc les gens disent ah oui, vous savez monsieur, tac tac, et ils se livrent à vous vraiment à cœur ouvert. Et donc moi pendant mon trajet, j'essaye tant que faire se peut de remettre les facettes de leur vie dans le bon ordre. En tous les cas, de les faire redescendre avec un smiley. Mais longtemps, Nabil, pour vous l'exercice du Rubik's Cube, ça s'est résumé au fait que vous ne faisiez qu'une couleur. Exactement. Ça c'est exactement. Vous êtes fort. Non, mais c'est ça la métaphore. Et je crois que tout le monde comprendra qu'entre le fait de réaliser une couleur et de le réaliser complètement... C'est ça. Pour moi, le Rubik's Cube, c'est ce que je dis à travers le livre. Je dis que je vois le Rubik's Cube un peu comme ma vie, en fait. Chaque personne, je pense que vous avez peut-être vous-même déjà essayé de faire un Rubik's Cube, vous avez remarqué qu'on arrive très facilement à faire une face du Rubik's Cube. Et à chaque fois qu'on essaye d'attaquer une deuxième face, on finit par foutre en l'air la première face que l'on a fait. Et j'explique que ce Rubik's Cube est un peu à l'image de ma vie. À chaque fois que je réussis quelque chose et que j'essaye d'entamer quelque chose de nouveau, appelons ça l'art de foutre en l'air tout ce qu'on a réussi peu de temps avant. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'était avant, exactement. D'accord. Mais vous dites qu'aujourd'hui, quand vous voyez les gens, vous les voyez comme un Rubik's Cube. Exactement. Et que vous voyez le Rubik's Cube de leur vie. C'est exactement. De par leurs paroles, ce qu'ils daignent bien me partager, je vois il y a toujours des facettes. Je pense que le Rubik's Cube est constamment en évolution. Et puis quand on termine quelque chose, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Rares sont les personnes qui peuvent vous dire voilà, je peux le poser.
Il y en a qui me l'ont posé déjà, comme ça dans ma voiture. Mais ils sont plus là aujourd'hui. Une fois que tu te rends compte que tu l'as terminé, c'est la fin. Et un jour, vous terminez votre Rubik's Cube. Où on vous aide, on vous donne le secret, finalement. Exactement. Un jour, on vient, on me pose comme ça, on me dit, moi, ton Rubik's Cube, je sais comment le finir. C'est comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes champion du monde du Rubik's Cube. Exactement, aujourd'hui, champion. Non, mais c'est vrai, en plus. Hein, ouais, pas champion du monde, mais j'aime bien. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Et toutes les couleurs qu'on retrouve dans votre livre, parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans un livre, il faut expliquer que la couleur dans un livre, ça coûte cher. C'est très important. Mais d'ailleurs, vous soulevez une vraie... je repense à une phrase que vous m'avez dit il y a de ça quelques années, je crois, me semble-t-il. Vous m'avez dit on gagne pas d'argent avec un livre. Et effectivement, on gagne pas d'argent avec un livre, je l'ai appris. Je l'ai appris dernièrement. Mais on gagne beaucoup d'autres choses, je vous rassure, Nabil, parce qu'on partage. Très certainement. Très certainement, le partage, c'est très important. D'ailleurs, c'est même... c'est un héritage, je pense, c'est un bagage, c'est quelque chose qu'on laisse. Et pour ce livre-là, j'avais le choix... tiens, je vous donne un secret de Fabrice. J'avais le choix entre le faire en noir et blanc ou mettre de la couleur. Il faut savoir que quand on passe en édition, en soi, quand on passe du noir et blanc à la couleur, le prix du livre double. Donc j'avais le choix entre faire en noir et blanc et puis que ce soit plus abordable ou mettre de la couleur et puis ça double le prix du livre. Pour moi, c'était important de mettre de la couleur. Et j'ai même fait en sorte que qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Le plus important pour moi, c'est que le lecteur commence le livre et aille au bout du livre. Qui commence et vraiment qui prenne conscience des enseignements, des techniques, de tout ce que je retransmets à l'intérieur. Et pour le tenir en haleine, il fallait que ce soit le livre idéal, entre guillemets, comme moi je l'ai conçu. Donc pour qu'il soit idéal, il fallait mettre des illustrations, il fallait mettre de la couleur, il fallait faire en sorte, comme je vous ai dit, de le tenir en haleine de la première à la dernière page. Ouais, il faut faire respirer le lecteur et l'accompagner. Mais c'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que de faire un livre ne se doutent pas que finalement, le fait qu'il y ait de la couleur, ça change tout dans la façon de réaliser et au niveau des coûts. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'autant plus que la conception du livre m'a mis beaucoup plus de temps que l'écriture de livre. L'écriture du livre, c'est une chose, c'est une figure, c'est un exercice. La conception du livre, la mise en page, le graphisme, les illustrations qui sont à l'intérieur, j'ai vraiment tout mis d'une manière à ce que le lecteur, quand il l'ouvre, il se dise waouh. Ouais. Wow. Et vous avez tout fait de A à Z, même si vous avez été entouré. Bien sûr, j'étais bien entouré. Mais de A à Z. Ouais. Donc avec une illustratrice, avec une graphiste, avec de la mise en page. Comme je vous dis, ça m'a pris beaucoup plus de temps de le fabriquer, la mise en beauté du livre que l'écriture en elle-même. Il y a le fond et la forme. Il y a les deux. Voilà. Il y a les deux. Je voulais pas un pavé de 200 pages en noir et blanc, et voilà. Et qui se retrouve sur la plale. On en avait déjà parlé, me semble-t-il. Bien. Le Rubik's Cube, d'ailleurs, on retrouve les couleurs du Rubik's Cube dans votre livre. C'est elles qui servent de fil rouge, d'ailleurs. Chaque chapitre est à l'image d'une phase du Rubik's Cube. Sans spoiler le livre, mais chaque chapitre est une phase du Rubik's Cube et chaque chapitre a sa couleur. Chaque punchline, chaque illustration, chaque chose qui me sont parues impactantes ont une couleur différente. En rapport avec le Rubik's Cube, mais pour ça, il faut lire le livre pour le comprendre. Tu es le genre de personne à qui il ne faut pas dire non, parce que ça commence au non. Si on te dit non, si on te dit que c'est pas possible, qu'est-ce que tu réponds ? J'essaie de faire en sorte de prouver le contraire. Ouais, si je te dis, Nabil, c'est pas possible que tu écrives un livre, de toute façon, tu te rends pas compte, pouvez être sûr que tu n'iras jamais au bout. Il me semble que vous avez été un peu le pic. Nabil, ok. Si c'est pas impossible, c'est que c'est possible. Je pense qu'on peut se donner les moyens de ses ambitions. Mais non. Non, mais c'est aussi quelque chose qu'on partage dans votre livre quand même aussi. Exactement. Ça, c'est que c'est voilà. Si c'est pas impossible, c'est que c'est possible. Exactement. Et tout ce que, modestement, ce que j'ai pu retranscrire dans le livre et certaines parties, ça part de ce principe-là. On m'a dit non, c'est pas possible. Je dis on verra si c'est pas possible. Et c'est justement parce que c'est pas possible qu'on va le faire. Est-ce que si on te dit oui, c'est possible dès le départ, finalement c'est contre-productif. Ça n'a pas la même saveur. Il y a cette espèce de challenge quand on me dit non. Et puis je pense que toute chose innovante, comme pour reprendre, d'ailleurs je reprends dans le livre la fameuse phrase qui a été mise en avant par Idriss Aberkan de Schopenhauer, toute révolution dans l'histoire de l'humanité passe toujours par 3 étapes, ridicule, ça fait peur, totalement évident. Faut passer par cette phase-là, ridicule où c'est pas possible, ou du moins... Qu'au début, pour le grand public, disent c'est complètement ridicule. Exactement, c'est totalement ridicule, et puis ensuite ça fait peur quand même, et puis finalement ça devient
c'est évident. Et après, tout le monde le fait. Exactement, tout le monde le fait. C'est pour ça que même quand... c'est marrant que vous veniez sur ça, quand je dis je vais faire chaque chapitre d'une couleur à l'image du rue. Ouais, mais non, Nabil, c'est... Ok, ça n'existe pas, on va le faire. Même pour la couverture du livre, la 4e de couve, m'a dit oui, soit ci, soit ça. Je dis ça n'existe pas, et Allah, on va le faire. Et finalement, il est là entre mes mains aujourd'hui. Oui, c'est pas parce que ça n'existe pas que ça n'existera Exactement. pas, ou qu'il faut pas le faire. Quel est le super pouvoir, Nabil, des personnes en fin de vie ou des personnes malades? Ça, c'est le fil conducteur du livre. C'est même sur ça qu'a été écrit le livre. Je me suis rendu compte que... faut savoir que j'ai recensé plus de 10 000 personnes pour l'écrire, ce livre. Enfin, en l'occurrence, plus de 21 000, mais j'ai calculé plus de 10 000 concrètement avec qui j'ai échangé pendant plus d'1 heure. Parce que 21 000, il y a eu des personnes qui sont montées, c'est qui pas sont un descendues. petit peu... non. Vous faites le calcul. 10 000, c'est beaucoup quand même. 10 000 personnes. 11 heures par jour, pendant 10 ans, 6 jours par semaine, en moyenne entre 10 et 20 personnes par jour. Vous faites le calcul, ça fait beaucoup de... Je dis ça, je me mets dans la peau de ceux qui écoutent, ils disent mais il est en train de se la péter. Là, 10 000 personnes, ça fait Non, du monde. mais on parle de 10 ans là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que votre échantillon on parle pas. est aussi large. En fait. Si j'avais dit 10 000 en un mois, non, c'est un mytho. Non, on parle de 10 ans. C'est 10 ans de ma vie retranscrit dans le livre. Pour revenir à ce super pouvoir-là, le fait de passer mes journées avec les personnes malades, déjà, premièrement, ça vous fait voir la vie sous un autre angle. Parce que quelle que soit ta problématique, à l'instant T, lorsque tu parles avec des personnes que tu ramènes faire des chimios, de la radiothérapie, des dialyses, peu importe ton problème, ça n'est plus un problème devant la santé. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, et c'est resté gravé, les gens en bonne santé ont une couronne sur la tête que ne peuvent voir que les personnes malades. C'était magnifique. Donc, pour revenir à ça, quand vous arrivez chacun à son lot de problèmes, je sais pas moi, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes d'impôts, des problèmes, peu importe, des problèmes de voiture, mais quand tu as quelqu'un derrière toi qui est en phase terminale, qui va faire des soins palliatifs, là, on n'est plus dans le même... c'est plus le même problème, là. Là, c'est plus du tout le même problème. Donc, du coup, tes problèmes face à cette personne-là n'en sont pas. Enfin, quand je dis n'en sont pas, ça devient ridicule. Tu relativises. Ouais, tu relativises. Ça. Et j'ai pu constater qu'à travers ces personnes-là, il y avait 2 types de personnes. Il y avait ceux qui avaient les regrets de ne pas avoir fait ce qu'ils pouvaient pendant que leur santé leur permettait. Dans le sens, vous savez, monsieur, toute ma vie, j'ai mis de l'argent de côté, pensant en profiter plus tard. Et aujourd'hui, voilà, je suis à l'arrière de votre voiture. Mais combien on en connaît? Vous savez, monsieur, toute ma vie, j'ai fait ça. Mais je l'ai entendu des milliers de fois. Vraiment des milliers de fois. Et il y avait des personnes qui, face à la maladie, tout le contraire. Super cool, super... ils semblaient passer totalement outre. Et c'est cette faculté-là que je me suis amusé à décortiquer et que je retranscris dans ce livre-là. Ce que j'appelle les 5 P du power. J'en ai fait une méthodologie, une chose simple. Il y a quelques P dans votre livre. Exactement, il y en a 5. Peut-être même plus. Il y a peut-être des P cachés. Exactement. Ça, voilà. Les 5 P du même power. j'en ai trouvé un que vous n'avez pas... Là, par exemple, pulsion, il aurait pu y être. Ouais. Pulsion. Bon, je lui ai dit, ça ferait peut-être un... C'est vrai. Ouais, ça aurait pu faire un 6e P. Ou peut-être un 7e. Ou un 7e. Exactement. Bien, Nabil Samni est notre invité, l'invité du Book Club. T'attends quoi? Montrez-le à la caméra puisque l'émission est filmée. Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Votre livre, on le trouve où, Nabil? Pour l'instant, il est sur Amazon. Il est D'accord. disponible sur Amazon, en format Kindle pour les fans de tablettes et de téléphone. Mais sinon, moi je suis... l'objet. Sinon sur Amazon, on commande en 24-48 heures, il est à la maison. Voilà, et c'est Nabil T'attends quoi, Nabil Samni, qui vient parler de son premier livre qui vient de sortir, qui s'appelle T'attends quoi. Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. C'était pas ta destination, enfin en tout cas c'était pas ta vocation que de devenir taxi. Tu es devenu taxi encore parce qu'on t'a presque dit non. Ouais, encore une fois, exact. Mais finalement, transporter des personnes malades, ça c'est toi qui l'as voulu. Tu as décidé de te spécialiser. Qu'est-ce qui finalement t'attirait dans le fait de transporter des personnes malades? Déjà, on n'est pas dans le. Déjà, il y a eu plusieurs facteurs qui ont été des éléments déclencheurs pour que je puisse me retrouver sur le. À vrai dire, quand j'ai commencé le taxi, je ne savais même pas que ça existait des taxis qui ne faisaient que ça. Je ne savais pas jusqu'à un jour en échangeant avec une dame qui. D'ailleurs, je partage un peu l'anecdote dans le livre. Une dame qui elle, était malade, m'a fait prendre conscience que c'est pas du tout le même... En fait, c'est même pas le même travail. C'est pas du tout le même travail. Un taxi lambda, c'est point A, point B. Bonjour monsieur, on peut aller à la gare de Lyon. Bonjour, hop, on croise les bras. Les personnes malades, on est dans du
On est dans du vrai échange. Et puis même, ça m'est même arrivé de transporter des personnes que je ramenais faire des déplacements d'affaires et qui, du jour au lendemain, sont tombées malades, sont retrouvées à l'arrière de ma voiture. J'ai l'impression que c'était des personnes différentes. C'est plus du tout les mêmes échanges. C'est plus du tout les mêmes retours. C'est plus du tout les mêmes discussions. Là, vous discutez avec l'humain, avec un grand H. Les gens, lorsqu'ils tombent malades, ils se dévoilent. Ils se révèlent, ou du moins ils s'ouvrent. Ce serait plutôt le mot exact. Ils s'ouvrent à vous. Et là, vous avez le nectar. Comment est-ce que toi, Nabil, qui est un hyperactif, tu es devenu quelqu'un de patient? Le sabr. Le sabr. Ça s'apprend, la patience? Ça s'apprend, ouais. Et je travaille encore dessus. D'ailleurs, pour info, il y a un chapitre patience que j'ai voulu être le plus long du livre. Parce que l'impatience, c'est quand même un petit peu ce qui caractérise notre société, celle dans laquelle on vit aujourd'hui, où de toute façon, aujourd'hui, tout est immédiat. C'est ça, on est dans le plaisir instantané et on veut tout de suite. Plus de followers, plus d'échanges, plus de likes, plus de j'aime, plus de nourriture, plus. En fait, l'être humain a tendance à courir au plus. On veut plus de plus, mais est-ce que pour avoir plus, on n'a pas besoin justement d'être plus? Exactement, pour être plus, il faut devenir plus. Sous-entendant, vous n'obtiendrez jamais de résultats supérieurs à votre niveau d'épanouissement personnel. En gros, pour obtenir plus, tu dois devenir plus. Sauf que il y a un truc qui te met sur pause cette course au plus, c'est la maladie. La maladie, elle te met sur pause. Ouais. Exactement, elle te revient à ça. C'est plus toi qui décides. Là, t'es plus dans le plus, là, t'es dans le j'essaye de garder ce que j'ai. Et là, tu vas à l'essentiel. On va marquer une pause musicale dans cette émission, c'est pas si souvent. On va écouter Dalida. Alors, Dalida qui chante une chanson de Charles Aznavour qui s'appelle La Mama. Voilà, Dalida qui reprend cette chanson interprétée par Charles Aznavour, La Mama, une chanson de Robert Gall, le papa de France Gall. Vous dites que dans un taxi, Charles Aznavour et Dalida, c'est le duo gagnant pour libérer la parole des gens. Ah, de ouf. C'est vrai? Et que vous avez investi dans les cassettes. Alors, c'était peut-être pas les cassettes. Non, c'était les CD. C'était déjà des CD. Ah, c'est marrant que vous me parlez de ça. En fait, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé le taxi, quand tu penses connaître Paris, quand bien même moi je connaissais très bien, je suis natif de Paris, j'ai passé ma vie entière à Paris, mais non, en fait, tu connais pas. Donc les gens me donnaient des destinations, et puis j'étais tributaire de mon gros GPS, là, Magellan, en plein milieu de mon pare-brise. On voyait bien que des fois, quand le GPS buguait, il y a les plans, hein. Ah, exactement. Avec les plans Michelin, à la base, j'ai commencé avec les plans. Il y avait 2 plans. Il y avait le gros plan de Paris et sa banlieue, et l'autre plan sur les genoux. Mais c'est pas super, c'est pas très fluide. On n'est pas dans le Waze d'aujourd'hui. Et donc pour détendre les gens, je savais même pas. En fait, je vais vous dire un truc qui est pas dans le livre. C'était une amie qui m'avait prêté le CD de Dalida. J'écoutais une fois et puis je me suis rendu compte que les gens, après être descendu de mon véhicule, enfin juste avant de descendre, me disaient « Ah mais c'est super agréable monsieur d'écouter du Dalida. Oh c'est magnifique, j'avais le droit à un pourboire, j'avais le droit à de l'empathie et les gens se confiaient sur du Dalida et du Aznavour. » Je dis « Mais c'est magnifique ça. Je connais pas super bien Paname, ça détend et les gens se confient beaucoup plus. » Donc du coup je les faisais tourner en boucle. Patrimoine. Patrimoine. C'est la patrimoine base. Musical peut-être aussi. Ça rappelle. La base. Et puis on me disait « Ouais ça change du rap. » Parce qu'ils voyaient un jeune un peu qui écoutait du Aznavour. Et le pire, c'est que j'ai appris les chansons par cœur à force. Et je me suis même... il y avait le Very Best Of, je ne sais pas si vous vous souvenez, les 40 chansons en or d'Aznavour. Sur 2 CD, je crois. Ouais, c'était... Sur 2 CD, mais c'est magnifique. À 18 ans, j'ai quitté ma province. On y reviendra plus tard. Ce sera le sujet d'une autre émission. Bien. Et c'est comme ça que les gens se sont confiés pendant... des années. Exactement. Mais d'un autre côté, votre oreille s'est affûtée. Bien sûr. Et vous vous êtes mis quand même à susciter la parole chez les gens. Exactement. Après, mais c'est bizarre parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'humain avec un grand... Au-delà du taxi. Donc j'essayais de redonner du sens, entre guillemets, ou de leur redonner un peu, soit de l'espoir, soit un smiley, soit simplement de leur changer les idées. Et donc dans ce cheminement-là, j'ai commencé à me former à des outils de sciences comportementales, en l'occurrence, qui décortiquent l'être humain. Et ça avait ni queue ni tête. Nabil Tatankoua n'existait pas. Ouais, c'est à ce moment-là que vous avez commencé votre virage. Exactement, à ce moment-là, je me suis dit... Et même quand je l'expliquais à mes collègues, ils me disaient « Quoi, t'as payé 2000 € pour... » Je dis « Mais tu te rends pas compte, en fait, après... » 2000 € pourquoi ? C'était pour certaines formations. Donc, en l'occurrence, les premières, c'était de la PNL. Je commençais à faire à la PNL, à l'analyse transactionnelle, bref, des outils qui me permettent de décortiquer l'humain. Mais le Nabil Tatankoua n'existait pas, en fait. C'était juste un taxi qui se formait à... Mais je trouvais ça magnifique. Magnifique. Et du coup,
c'est marrant parce que j'avais pas prévu de parler de ça. Mais du coup, quand je suis arrivé, entre guillemets, Nabil t'attends quoi, sur le côté formateur, où quand on pensait que j'étais nouveau, en fait, ça faisait des années que ces outils-là, je les étudiais, des années que ces outils-là, je les implémentais dans mon taxi. Oui, tu étais nouveau, j'étais nouveau dans le game, comme on dit aujourd'hui. Dans le game, mais en réalité, il y a des années, avec des personnes à échanger, à utiliser des outils, à dire tiens, je vais faire ça. Finalement, j'avais un vivier de personnes, pour ainsi dire, gratuites, entre guillemets. Mais tu gardes d'ailleurs le terrain, tu continues d'ailleurs. Bien sûr, la voiture. Je continue, je fais ça encore. Parce que déjà, j'ai des patients que je transporte depuis des années, puis je me voyais pas arrêter du jour au lendemain. Parce que, à l'inverse du taxi lambda où c'est un client, le jour où ça s'arrête, next, vous nouez certains liens avec les gens. Moi, il y a plein de gens que j'ai enterrés, il y a des gens que j'accompagne, il y a des gens, je m'occupe de leur famille, au-delà du côté taxi et du côté formateur, que vous le vouliez ou non, vous entretenez des relations qui sont différentes ensuite. Quand vous voyez quelqu'un, son état de santé se dégrader, que vous avez passé du temps avec, vous le voyez perdre des 30 kilos, vous le ramenez, ça y est, en réalité, ça devient fusionnel. Donc ça me tenait à cœur, comme tout part du taxi, ça me tenait à cœur de garder ce lien avec le terrain. Et je voulais surtout pas rentrer dans la case où aujourd'hui c'est du passé. Non, je voulais garder un pied toujours sur le terrain et ça me permet de garder les pieds sur terre des fois. Il y a une habitude de vous que j'aime beaucoup. Alors ça s'appelle le café suspendu pour ceux qui le connaissent, parce que c'est conceptualisé en fait, cette histoire de café suspendu. J'ai essayé de le vendre à quelqu'un qui me l'a pas pris à un moment donné, parce que j'aimais bien l'idée que finalement ceux qui peuvent puissent en faire profiter à ceux qui peuvent pas. C'est exactement ça. Mais ça reste encore un peu compliqué à faire passer. Alors, on va expliquer ce que c'est que le café suspendu. Le café suspendu, c'est le fait, c'est une habitude, c'est la première action que je mets en place le matin quand je sors de chez moi, parce qu'il y a d'autres rituels que je mets en place à la maison. Dès que je sors, je vais à la boulangerie, j'achète un café, j'en paye 2. Et je lui dis, tiens, comme ça, quand il y a quelqu'un qui vient et qui voudra boire un café, tu lui offres le café. Et je laisse tout le temps au mec, je lui dis, c'est toi qui choisis, moi je veux pas savoir. D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant très longtemps, je croisais un petit jeune qui était éboueur, peut-être qu'il écoutera ça, qui est éboueur d'ailleurs, et que je croise le matin, il me dit, Nabil, tu sais, quand tu viens le matin là, il me dit, moi j'arrive toujours à avoir un café à l'œil, je sais pas comment. Il me dit, mais si tu viens le matin, il me dit, je dis, ouais, c'est mortel. Je dis, mais c'est qui? Il me dit, je sais pas, mais souvent quand je viens le matin, j'ai mon café à l'œil. Bon, je lui dis pas que c'est moi. Bon, mais ça existe, oui, ça existe. C'est un concept qui existe en Italie, qui me semble, qui a été mis en, je sais pas comment c'est café, en tous les cas, ça veut dire café suspendu. T'arrives, tu laisses un café, mais là-bas, c'est vraiment démocratisé. C'est-à-dire qu'il y a des petites étiquettes, des petits trucs. T'arrives, tu sais qu'il y a 4 cafés suspendus, tu peux en prendre un. Et c'est marrant que vous me dites ça parce qu'il y a de ça pas très longtemps. Je vais au café et je tombe pas sur le mec que je vois tous les matins à 6h30. C'est un autre mec. Je lui dis, tiens, je vais. Tu m'encaisses 2 cafés. Il me dit pourquoi? Je dis comme ça, quand il y a quelqu'un qui vient, tu lui offres un café. Il me dit il me dit rien en fait, il encaisse les 2. Après il vient me voir, il me dit mais Nabil, les 1,30€ là, il me dit mets-les dans la boîte ou donne-les à quelqu'un qui ait besoin. Les gens ici, ils ont pas, parce que c'est une boulangerie en l'occurrence, il me dit les gens qui viennent ici, ils en ont pas, ça va. Il me dit en arabe, andhum. En l'occurrence, ils ont. Je dis mais je crois que t'as pas compris en fait. C'est pas pour le café, c'est pas pour les 1,30€ du café. Je dis mais chaque personne qui rentre dans ta boulangerie là, tu la vois, elle commande une tradie, des croissants et tout, mais chacun a son lot de problèmes. Peut-être que la personne qui vient de voir, qui te demande 2 baguettes, elle va aller voir sa mère à l'hôpital, ou peut-être qu'elle va aller voir ses enfants. Et à ce moment-là, tu sais pas le café, l'impact que ça a sur cette personne. On parle pas de 1,30€, on parle d'une personne qui, en rentrant, avait peut-être la tête dans les godasses en se disant je suis pas bien en sortant. Ah bah tiens, je vais pas payer le café. Merci beaucoup monsieur, c'est vraiment gentil. Et peut-être qu'en discutant, on va dire tu te rends pas compte en fait, aujourd'hui on m'a offert le café. C'est ça l'impact du café. C'est pas les 1€ en vrai. C'est le pouvoir. Si vous nous écoutez, peut-être que vous n'osez pas encore le faire. Vous allez voir, ça je vous jure, ça change. C'est une pratique et ça change beaucoup de choses. Ça change. Moi déjà, premièrement, on va pas se mentir, je me dis au moins j'ai commencé la journée avec une bonne action. Et si ce café-là peut apporter un petit smiley, j'en serais très heureux et très honoré. On a essayé de ne pas spoiler ce qu'il y a dans ton livre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le système d'activation articulaire. Mais il va falloir le lire. Le SAR, le SAR, le SAR. Le système d'activation réticulaire. Le premier livre de Nabil Samni vient de sortir. Ça s'appelle « T'attends quoi ? Faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard ». Vous le trouvez donc sur Amazon. Exactement, c'est disponible sur Amazon.
bientôt dans d'autres endroits, mais pour l'instant c'est sur Amazon. Voilà, et avec plaisir. Donc, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et d'ici là, t'attends